décidé donc de demander directement au conscient élargi de la malade à quelle impression psychique était liée la première apparition des douleurs. Il fallait pour cela plonger la malade dans l'état hypnotique, mais malheureusement je fus forcé de reconnaître que le procédé utilisé à cet effet ne parvenait pas à mettre la patiente dans un état différent de celui où elle m'avait fait sa confession. Je dus me tenir pour satisfait de ne pas l'entendre dire cette fois d'un air triomphant « Vous voyez, je ne dors pas, il n'y a pas moyen de m'hypnotiser ». Dans mon embarras, l'idée me vint d'utiliser le procédé par pression sur la tête que j'ai exposé en détail dans une précédente observation, celle de Miss Lucie. Je le pratiquais en recommandant expressément à la malade de me faire part de tout ce qui surgirait devant son regard intérieur, dans son esprit. Elle resta longtemps muette et reconnut ensuite, lorsque j'insistais qu'elle avait pensé à une soirée où un jeune homme l'avait raccompagnée chez elle, à la conversation qu'ils avaient eue, à l'impression ressentie en retournant au chevet de son père, malade. En faisant pour la première fois mention de ce jeune homme, elle m'ouvrait un nouveau champ d'investigation que je ne pus défricher que peu à peu. Il s'agissait là d'un secret dont nul, sauf une amie commune, n'avait eu vent, non plus que des espoirs qu'elle nourrissait à ce sujet. La famille de ce garçon, ami d'Her, depuis longtemps habitait près de leur ancienne demeure, et le jeune homme, orphelin, s'était attaché avec beaucoup de dévouement au père d'Elisabeth, se laissait guider par lui dans sa carrière, et avait étendu aux femmes de la famille son affection pour le père. De nombreux souvenirs de lectures faites en commun, d'échanges de vues, de réflexions qu'il avait faites, et qui furent répétées à la jeune fille, renforcèrent chez elle la conviction peu à peu croissante qu'il l'aimait et la comprenait, et qu'en l'épousant, elle ne s'exposerait pas au sacrifice redouté que le mariage devait selon elle impliquer. Malheureusement, il n'était son aîné que de peu d'années, et se trouvait encore fort loin d'avoir une situation indépendante. Mais elle était bien décidée à l'attendre. La grave maladie du père et les exigences de son rôle d'infirmière firent que leurs relations s'espacèrent de plus en plus. C'est au cours de la soirée dont elle se souvint en premier lieu que son sentiment atteignit un point culminant. Mais il ne s'était pas expliqué encore. Ce jour-là, elle s'était laissée convaincre par les siens et par son père lui-même de quitter la chambre du malade pour se rendre à cette réunion où elle pouvait s'attendre à le rencontrer. Elle voulait se dépêcher de rentrer, mais on l'obligea à rester et elle céda quand il lui promit de la raccompagner. Elle ne s'était jamais sentie aussi attirée vers lui que durant le chemin du retour, mais quand en plein ravissement elle rentra tard à la maison, elle trouva que l'état de son père s'était aggravé et se fit les plus amers reproches d'avoir consacré tant de temps à ses propres plaisirs. Ce fut la dernière fois qu'elle abandonna pour toute une soirée son père malade, et elle ne revit plus que rarement cet ami. Après la mort du père, il parut se tenir éloigné par respect pour la douleur de la jeune fille, puis le sort l'entraîna vers d'autres voies. Elle dut s'habituer à reconnaître que l'intérêt dont il avait fait preuve à son égard avait été étouffé par d'autres sentiments et qu'il était perdu pour elle. Cet échec de son premier amour la faisait encore souffrir chaque fois qu'elle y pensait. Il convenait donc de rechercher la cause des premières douleurs hystériques dans ces faits et dans la scène ci-dessus mentionnée. C'est du contraste entre l'ivresse joyeuse alors ressentie et la misérable condition où se trouvait son père quand elle rentra à la maison que naquit un conflit, un cas d'incompatibilité. En conséquence, la représentation érotique fut rejetée hors de l'association et l'affect qui s'y trouvait lié servit à augmenter ou à ranimer une douleur physique présente à ce moment-là ou peu auparavant. Il s'agissait donc d'un mécanisme de conversion au service d'une défense, mécanisme que j'ai déjà décrit ailleurs dans les psychonévroses de défense, 1894. Toutes sortes de remarques trouvent ici leur place. Il faut souligner que je ne réussis pas à prouver à l'aide de ces souvenirs que la conversion s'était bien effectuée au moment de son retour à la maison. C'est pourquoi je recherchais si d'autres incidents analogues ne s'étaient pas produits au cours de cette maladie du père, et je fis ressurgir toute une série de scènes. Elle se rappelait par exemple avoir dû souvent sauter pieds nus hors du lit, sur un appel de son père. J'étais enclin à attribuer une certaine importance à ces incidents, parce que la malade se plaignait non seulement de douleurs dans les jambes, mais encore d'une pénible sensation de froid. Mais ici encore, je n'arrivais à saisir aucune scène pouvant être désignée avec certitude comme celle de la conversion. C'est pourquoi je fus amené à admettre ici une lacune dans l'explication des faits jusqu'au moment
où je me rappelais que les douleurs hystériques dans les jambes n'étaient pas survenues à l'époque de la maladie du père. La jeune fille ne m'avait parlé que d'une seule crise douloureuse, n'ayant duré que quelques jours et à laquelle, à ce moment-là, personne n'avait attaché d'importance. C'est donc cette première apparition des douleurs que je me mis à étudier. Je réussis à en éveiller un certain souvenir. Un parent était justement venu la voir, mais étant alitée, elle ne put le recevoir. 2 ans plus tard, il était revenu, mais avait eu de nouveau la malchance de la trouver au lit. Chaque fois cependant que j'essaie de découvrir un motif psychique, ma tentative subit un échec. Je crus donc pouvoir admettre que les premières douleurs n'émanaient vraiment que d'une légère affection rhumatismale, sans fondement psychique, et j'appris aussi que cette maladie organique, prototype de sa reproduction hystérique ultérieure, était survenue avant la scène du retour de la soirée. Étant donné les faits, il reste toutefois possible que ces douleurs, organiquement fondées, eussent subsisté un certain temps, sous une forme atténuée, sans attirer l'attention. Toute la difficulté provient de ce que l'analyse fait remonter la conversion d'un émoi psychique en douleur physique à une époque où cette douleur oubliée n'était certainement pas ressentie. C'est là un problème que j'espère résoudre par des réflexions ultérieures et d'autres exemples. Je ne puis non plus ni prouver ni exclure l'idée que les douleurs intéressant surtout la cuisse étaient de nature neurasthénique. Une période fructueuse de traitement débuta après la découverte du motif de la première conversion. La malade commença par me surprendre en m'annonçant qu'elle savait maintenant pour quelle raison les douleurs partaient toujours d'un point déterminé de la cuisse droite et y étaient toujours les plus violentes. C'était justement l'endroit où chaque matin son père posait sa jambe très enflée lorsqu'elle en changeait les bandages. Cela lui était arrivé au moins une centaine de fois et, chose bizarre, elle n'y avait jamais pensé jusqu'à ce jour. Elle me livrait ainsi l'explication de la formation d'une zone hystérogène atypique. En outre, les jambes douloureuses commencèrent elles aussi à parler pendant nos séances d'analyse. Expliquons-nous cet étrange état de choses. En général, au moment où nous commencions notre travail, la malade ne souffrait pas. Lorsque par mes questions ou en appuyant sur sa tête, j'éveillais quelques souvenirs, une sensation douloureuse se produisait. Elle était même généralement si intense que la malade se contractait et portait la main à l'endroit douloureux. Cette souffrance ainsi réveillée persistait tant que la patiente était la proie du souvenir. Elle atteignait son point culminant à l'instant où elle allait révéler des faits essentiels et décisifs. Pour disparaître avec les derniers mots de son récit, j'appris peu à peu à me servir de l'éveil de cette douleur comme d'une boussole. Lorsqu'il lui arrivait de se taire sans que la douleur eût cessé, je savais qu'elle n'avait pas encore tout dit et j'insistais pour qu'elle continuât cette confession jusqu'au moment où celle-ci avait supprimé la douleur. C'est alors justement que j'éveillais un nouveau souvenir. Au cours de cette période d'abréaction, l'état de la malade s'améliora tant au point de vue psychique qu'au point de vue somatique, de façon si évidente que j'avais pris l'habitude, en manière de plaisanterie, d'affirmer que de la débarrasser chaque fois d'une centaine de motifs de souffrance et qu'une fois que tout aurait été enlevé, elle serait bien portante. Elle arriva bientôt à passer la plus grande partie du temps sans souffrir, se laissa convaincre de marcher beaucoup et de renoncer à son isolement. Au cours de l'analyse, je me laissais diriger tantôt par les fluctuations de son état, tantôt par mon propre jugement. Par exemple, lorsque je trouvais qu'une partie de son histoire n'avait pas encore été suffisamment fouillée. Ce travail me permit de faire certaines constatations dont la valeur théorique me fut confirmée plus tard chez notre malade. En premier lieu, en ce qui concerne les variations spontanées, je vis qu'aucune ne survint jamais sans avoir été provoquée associativement par un incident de la journée. Un jour, elle avait entendu parler de la maladie d'une personne qu'elle connaissait et certains détails lui avaient rappelé la maladie de son père. Une autre fois, l'enfant de sa sœur morte était venu la voir et sa ressemblance avec la disparue avait réveillé chez notre malade de cruels regrets. Une autre fois encore, une lettre de sa sœur qui vivait au loin avait trahi l'influence du beau-frère brutal et suscité une souffrance, celle-ci provoquant ensuite le récit d'une scène familiale non d'accord racontée. Étant donné qu'elle ne parlait jamais 2 fois de la cause d'un incident pénible, notre espoir d'épuiser de cette façon le stock de réminiscences ne me paraissait pas injustifié,
et je ne m'opposais nullement à la laisser se mettre dans des situations propres à susciter des souvenirs non encore ramenés à la surface. Par exemple, j'envoyais la jeune fille sur la tombe de sa sœur, ou bien je l'incitais à fréquenter une société où elle avait l'occasion de rencontrer son ami de jeunesse, maintenant revenu. J'acquis ensuite une notion de la façon dont se produit une hystérie dite monosymptomatique. Je trouvais notamment que pendant les séances d'hypnose, la jambe droite devenait douloureuse lorsqu'il s'agissait des soins donnés au père, des rencontres avec son ami d'enfance et d'autres faits survenus au cours de la première période de l'époque pathogène. Par contre, la douleur atteignait la jambe gauche dès que j'évoquais le souvenir de la sœur disparue, des deux beaux-frères, bref, d'une émotion éprouvée dans la seconde moitié de son histoire pathologique. Ce fait constant ayant attiré mon attention, je continuai à l'étudier et acquis ainsi l'impression que les choses allaient plus loin encore et que tout nouvel incident générateur d'émotions pénibles se rattachait à d'autres zones douloureuses de la jambe. L'endroit originellement douloureux à la cuisse droite avait un lien avec les soins donnés au père. Puis à partir de cette époque, la zone douloureuse s'était élargie par adjonction à l'occasion de chaque nouveau traumatisme. On peut donc dire que, somme toute, il n'existait pas là un seul et unique symptôme somatique lié à de multiples complexes mnémoniques, mais une pluralité de symptômes semblables qui, superficiellement considérés, paraissaient avoir fusionné pour donner un seul symptôme. Je n'ai bien entendu pas cherché à délimiter les zones douloureuses correspondant à tel ou tel émoi psychique, parce que, comme je l'observais, l'attention de la malade ne s'y appliquait pas. En revanche, je m'intéressais à la façon dont s'était bâti sur ces zones douloureuses tout le complexe symptomatique de l'abasie. Dans ce but, je posais à la jeune fille diverses questions, telles par exemple celle-ci: où naissent vos douleurs quand vous marchez, quand vous restez debout, quand vous êtes couché? Elle répondait spontanément ou sous la pression de ma main. Je découvris ainsi deux choses. D'abord, qu'elle groupait toutes les scènes liées à de pénibles impressions suivant la position, debout ou couché, qu'elle occupait au moment où ces scènes avaient eu lieu. Par exemple, elle se trouvait debout devant une porte au moment où l'on ramenait à la maison son père frappé d'une crise cardiaque. Elle demeura alors comme clouée sur place. À ce premier souvenir d'épouvante subie en position verticale, s'en ajoutait d'autres jusqu'à la scène terrible où elle se trouva à nouveau figée devant le lit de sa sœur morte. Toute la chaîne des réminiscences devait faire ressortir le rapport justifié entre la station debout et les douleurs, et pouvait également passer pour une preuve de l'association. Toutefois, il ne fallait pas oublier que dans toutes ces circonstances, un autre facteur devait avoir joué un rôle, un facteur ayant attiré l'attention et par suite la conversion sur la station debout, sur la marche ou sur la position assise. Comment expliquer cette orientation de l'attention sinon en pensant que justement la marche, la position verticale, la position couchée sont liées aux tâches et aux états dépendants des parties du corps où se situent ici les zones douloureuses, c'est-à-dire aux jambes. Il était donc facile de saisir dans cette observation le lien entre l'astasie-abasie et le premier cas de conversion. Une scène se détachait nettement de toutes celles qui, d'après cette liste, auraient rendu la locomotion douloureuse. Une promenade faite en compagnie de beaucoup de gens dans le lieu de villégiature dont nous avons parlé et qui avait été trop longue. Elle ne me raconta qu'avec hésitation les détails de cette histoire dont certains points demeurèrent obscurs. Étant ce jour-là d'humeur particulièrement douce, elle s'était jointe avec plaisir à un groupe de personnes amies. La journée était belle, pas trop chaude, sa mère devait rester à la maison. Sa sœur aînée venait de repartir, la cadette s'était sentie souffrante, mais n'avait pas voulu troubler le plaisir des autres. Le mari de cette seconde sœur, après avoir déclaré qu'il resterait avec sa femme, finit par se décider à faire la promenade pour accompagner Elisabeth, dit-il. Cette scène paraissait avoir joué un rôle important dans la première apparition des souffrances, car la jeune fille se rappelait de s'être sentie très fatiguée et avoir éprouvé de violentes douleurs au retour de cette excursion, mais elle ne put dire sûrement si elle avait souffert auparavant. Je fis ressortir que dans le cas où elle aurait éprouvé de vives douleurs, elle n'aurait sans doute pas décidé de faire cette longue route. Lorsque je lui demandai ce qui dans cette promenade avait pu provoquer ces douleurs,
Elle fit une réponse peu claire, disant que le contraste entre son isolement et le bonheur conjugal de sa sœur malade, qui lui mettait sans cesse sous les yeux le comportement de son beau-frère, lui avait été douloureux.